Donc c'est un discours que Benoît XVI a prononcé le 22 septembre 2011 au Bundestag. Ah bon, alors, Joseph Ratzinger a toujours pris le droit très au sérieux. Il faut dire qu'il s'intéresse à tout. Il s'est intéressé beaucoup aux sciences de la nature. Et il s'est intéressé beaucoup à la construction européenne. Il s'est intéressé aussi beaucoup au droit et il prend le droit très au sérieux. Il a souvent dénoncé l'usage dépréciatif de l'expression law and order pour brocarder le droit, comme s'il s'agissait de quelque chose de fasciste, d'hitlérien. Toute dictature commence avec le dénigrement du droit, dit-il. Et donc c'est pas un hasard si, enfin ça vaut la peine de le dire parce qu'il n'y a pas tellement de théologiens qui s'intéressent au droit, ou s'ils s'y intéressent, en général ils ne savent pas très bien ce que c'est, ou ils ne saisissent pas la mécanique juridique. Tandis que Benoît XVI, on voit qu'il s'y intéresse avec sérieux. Et ce n'est pas un hasard s'il y a plusieurs ouvrages collectifs qui sont consacrés à étudier la pensée et l'enseignement de Benoît XVI en matière juridique. Alors je crois que ce discours au Bundestag est un des plus marquants de son pontificat. Son intervention a été assez émouvante et dramatique. Vous imaginez un pape allemand qui prend la parole devant le Parlement de son pays et qui évoque la période la plus tragique de son histoire. Il cite saint Augustin, qui écrit ceci, sont des paroles célèbres dans le De Civitate Dei, la cité de Dieu. Enlève le droit, ou enlève la justice, c'est la même chose parce que dans la pensée classique, le droit c'est le juste. Donc, enlève le droit, et alors, qu'est-ce qui distingue l'État ou la communauté politique d'une bande de brigands organisés? Ça, c'est ce que dit saint Augustin. Et alors, le pape Benoît XVI poursuit. Nous, Allemands, nous avons fait l'expérience de mettre le pouvoir contre le droit, de fouler aux pieds le droit, de sorte que l'État était devenu une bande de brigands très bien organisés, qui pouvait menacer le monde entier et le pousser au bord du précipice. Servir le droit et combattre la domination de l'injustice est et demeure la tâche fondamentale du politicien, en particulier à un moment historique où l'homme a acquis un pouvoir jusqu'ici inimaginable, au moment où il est en mesure de détruire le monde ou encore où il peut se manipuler lui-même. Alors voilà, Benoît XVI, fidèle à lui-même, ne va pas seulement devant le Bundestag faire un discours de circonstance, il va livrer une réflexion assez approfondie sur les fondements de l'état de droit libéral, c'est-à-dire en définitive sur la nature du droit, les fondements du droit. Alors, c'est un discours relativement bref, suivant les lois du genre. Il mobilise de puissants ressorts rhétoriques. Évidemment, il s'adresse à un public de non-spécialistes en théorie du droit. Il s'adresse aux élus de la nation, à des hommes et à des femmes politiques. Donc, ce ne sera pas un discours technique, bien entendu. Il n'entre pas dans des questions techniques de théorie du droit. Mais il expose des intuitions assez profondes sur la raison, la nature, le droit naturel, le positivisme juridique. Et je trouve que voilà, c'est une synthèse assez magistrale, vraiment très dense. Il y a beaucoup derrière, je vais essayer de dévoiler certaines choses. Mais disons, on est dans le registre sapientiel, si vous voulez, ce n'est pas un registre technique. Donc il n'y aura pas des discussions techniques sur le rôle de la rationalité pratique dans l'élaboration de la loi naturelle, par exemple. On est dans un registre sapientiel. Il essaye de faire réfléchir les élus de la nation qu'il a devant les yeux. Alors, la question qu'il pose au seuil de son discours, comment reconnaissons-nous ce qui est juste? Comment pouvons-nous distinguer entre le vrai droit et le droit seulement apparent? Comment se forme le droit? Et alors il dit ceci, pour une grande partie des matières à réguler juridiquement, le critère de la majorité peut être suffisant. Bon, nous savons que le concept de vérité est central dans la pensée de Joseph Ratzinger, de Benoît XVI, et nous savons qu'il avait dénoncé la dictature du relativisme. Et donc ça a surpris plus d'un observateur, le fait qu'il dise que pour une grande partie des matières à réguler juridiquement, le critère de la majorité peut être suffisant. C'est une affirmation qui a surpris
il exprime un jugement, enfin ça c'est pas trop surprenant, un jugement positif sur la démocratie procédurale basée sur le consensus et sur le principe de majorité. Ça peut surprendre dans la mesure où on a souvent considéré que le relativisme était co-substantiel à la démocratie. C'est par exemple ce qu'affirme un grand théoricien du droit, Hans Kelsen, qu'il critique à 3 reprises dans son discours. Mais je vais donner 2 citations. Il dit par exemple, Hans Kelsen dit « La démocratie est relativisme philosophique ». Et il écrit aussi, par ailleurs, « Le positivisme juridique va de pair avec le relativisme ». Mais enfin, je crois que l'on comprend que le droit, comme la politique, appartient au domaine des choses humaines et comme tel n'est pas un absolu. Je crois qu'on comprend que souvent, pour beaucoup de questions qui se posent dans la vie commune, souvent il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs solutions possibles. Et donc, ces solutions peuvent être soumises au vote et la majorité l'emporte. On comprend qu'effectivement, beaucoup de matières peuvent être régulées sur la base du principe de majorité. Il ne faudrait pas que ça devienne un absolu, sous peine alors de tomber dans la dictature de la majorité, dans la tyrannie de la majorité, comme disait par exemple Alexis de Tocqueville. Et c'est pourquoi, juste après, Benoît XVI nuance, il dit « Mais il est évident que dans les questions fondamentales du droit, où est en jeu la dignité de l'homme et de l'humanité, le principe majoritaire ne suffit pas. Dans le processus de formation du droit, chaque personne qui a une responsabilité doit chercher elle-même les critères de sa propre orientation. » Donc je crois qu'on a l'intuition qu'il y a un noyau de biens fondamentaux qui ne peuvent pas être manipulés par des majorités politiques fluctuantes. Et donc, en ce sens, la pensée de Benoît XVI est proche du constitutionnalisme européen, qui apporte un correctif au principe de majorité, de majorité du Parlement en tant qu'organe représentatif du peuple, et au principe de la loi comme expression de la volonté générale. Autrement dit, le droit serait, pour une bonne part, une construction humaine, une élaboration humaine, un produit de la volonté majoritaire, mais pour autre part, il y a des principes de justice, c'est-à-dire un juste naturel ou un droit naturel qui est soustrait à la loi de la majorité, qui ne peut pas être manipulé par la majorité au pouvoir. Donc ça, c'est un peu l'idée du constitutionnalisme, aller mettre dans la Constitution des éléments intangibles, fondamentaux, ou encore dans le conventionnalisme. Je fais allusion à la Convention européenne des droits de l'homme. On a également aussi essayé de soustraire aux législateurs nationaux un certain nombre de principes fondamentaux. Alors évidemment, ça rend la manipulation de ces principes plus difficile, mais pas du tout impossible. Parce que, évidemment, on peut trouver une majorité qualifiée pour interpréter ou pour modifier les textes dans un sens qui lèse la justice. D'ailleurs, c'est ce à quoi on assiste avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. C'est un champ de bataille idéologique. On utilise les droits de l'homme, finalement, pour imposer toute une série de nouveaux droits que parfois les législateurs nationaux n'ont pas voulu, et on les impose par le biais du juge international. Donc c'est un grand problème aujourd'hui, qui fait d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme est assez contestée dans pas mal d'États. Bref, je n'en dis pas plus là-dessus. Simplement, évidemment, Benoît XVI va donc se démarquer du constitutionnalisme européen ou du conventionnalisme dès l'instant où ceux-ci se maintiennent dans une logique positiviste d'exégèse textuelle. Et ça, il le développe pas mal dans un autre discours, je crois qu'il y a une autre conférence là-dessus, c'est le discours qu'il a fait devant l'Assemblée générale des Nations unies le 18 avril 2008. Donc la volonté majoritaire ou qualifiée n'est pas suffisante pour fonder le droit sur les questions essentielles, sur les questions importantes qui touchent à l'humanité.
Et donc pour corriger les possibles erreurs ou abus de la majorité, il ne suffit pas d'inscrire dans un texte des principes de justice supérieure, il faut aussi s'affranchir d'une logique purement textuelle et déductive au profit d'un processus qui n'est jamais achevé, de la raison qui s'ouvre à la reconnaissance de ce qui est vrai ou faux, juste ou injuste. Autrement dit, il faut une herméneutique téléologique qui soit en tension vers le juste. Voilà, ça c'est vraiment important. Et je pense qu'en dépit des discours officiels, en tout cas c'est ce que fait pas mal le droit civil. En tout cas tout ce qui est droit des obligations, de la responsabilité civile, droit des contrats. Je ne parle pas du droit de la famille, qui est un domaine plus compliqué. Mais disons le droit civil, je trouve que c'est ce qu'il fait assez largement. Il ne fait pas qu'appliquer des textes. Je crois que le droit civil continue de trouver la solution juste dans des conflits qui opposent deux parties. Et continuellement, il ajuste les interprétations des textes, il forge des concepts, ils élaborent des fictions, etc., pour finalement donner la solution juste. C'est ce que dit notamment un juriste, Christian Attias, un juriste français, je crois qu'il est décédé. Il dit « La place de la justice dans le raisonnement juridique évoque une formule célèbre, y penser toujours, n'en parler jamais. » Parce qu'effectivement, en général, dans la doctrine juridique, on n'admet pas, dans le fonctionnement du droit, on n'admet pas que l'on puisse suivre une idée de justice. On est censé, c'est ça le positivisme légaliste, on est censé appliquer des textes et se contenter d'une herméneutique textuelle. Mais en réalité, ce que font les juges, c'est évidemment avoir le souci de la solution juste, et pour ça forger les concepts. Je pourrais donner des centaines d'exemples, si vous voulez, tout à l'heure dans les questions. Toutes les notions d'abus de droit, de trouble de voisinage, de lésion qualifiée, de caducité, ce sont un tas de concepts qui ont été forgés pour trouver des solutions justes, équilibrées. Alors revenons à la question, comment reconnaître ce qui est juste et comment distinguer le vrai droit du droit seulement apparent. Alors première réponse, dans le discours, il dit on ne va pas aller trouver les sources du droit dans la religion. Première chose qu'il dit, je vous cite, contrairement, et c'est très original, contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, un droit qui serait tiré directement de la religion, de la révélation, ni un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Et il insiste un peu plus loin, pour le développement du droit et pour le développement de l'humanité, il a été décisif que les théologiens chrétiens aient pris position contre le droit religieux et se soient mis du côté de la philosophie, reconnaissant la raison et la nature dans leur corrélation comme source juridique valable pour tous. Donc dans toutes les sociétés, je vais être bref sur ce point, dans toutes les sociétés antiques, pré-chrétiennes, il y a une intrication entre religion, politique et droit. Vous avez un livre qui montre ça très bien, de Fustel de Coulanges, La Cité antique. Il montre très bien toute l'intrication entre religion, politique et droit dans les cités antiques. Dans l'ancien Israël aussi, si l'on en croit le Talmud, il y a 613 prescriptions à caractère juridico-religieux. Et en islam, la loi islamique qui découle du Coran et des hadiths de la Sunna est encore aujourd'hui dans de nombreux pays musulmans source du droit et de la justice. Il y a pas mal de constitutions de pas mal de pays qui disent que la loi islamique, la charia, est la source du droit et de la justice. Ce n'est pas le cas. Les encycliques pontificales ne sont pas la source des décisions de l'administration publique ou la source des lois ou la source des décisions judiciaires. Donc c'est la distinction entre la religion d'une part et le droit et la politique d'autre part. C'est une invention du christianisme, comme le montre très bien Fustel de Coulanges. Cette distinction, dit Benoît XVI, pas dans ce discours mais en d'autres occasions,
appartient à la structure fondamentale du christianisme. La distinction donc entre religion d'un côté et droit politique de l'autre. C'est une distinction qui appartient à la structure fondamentale du christianisme. Je dirais même que c'est le christianisme qui a apporté le germe de la laïcité politique. Si vous voulez, on pourra y revenir dans les questions. On connaît la distinction emblématique qui est faite par Jésus lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Formule qui a fait fortune. Mais il y a beaucoup d'autres passages dans le Nouveau Testament où l'on voit que Jésus distingue radicalement le monde du droit et de la justice juridique et politique, et le domaine qui est le sien, qui s'adresse au cœur et qui prêche l'amour, le pardon, etc. Mais qui ne tient pas un discours juridique ou politique. Un très bel exemple, c'est la preuve que la chose était monnaie courante en Israël. Deux personnes vont trouver Jésus, comme ils avaient l'habitude d'aller trouver un rabbi, un maître d'Israël, en demandant de venir trancher un litige concernant un problème d'héritage. Et Jésus leur répond exactement ceci. Où est-ce que j'ai mis ça ? Il répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Autrement dit, alors que les rabbis s'occupent de questions juridiques, successorales, etc., lui il dit, voilà, il renvoie à la raison. Pour les questions juridiques, pour les questions politiques, il renvoie à la raison. Il n'y a pas, donc voilà, le droit n'est pas fondé dans la religion, dans une révélation. C'est un point très important. La religion chrétienne n'a jamais été instituée comme source du droit, de la justice, des décisions, de l'administration publique, etc. Il est renvoyé à la nature et à la raison. Et c'est exactement également la démarche du droit romain. Alors, il poursuit. Les théologiens chrétiens se sont associés à un mouvement philosophique et juridique qui s'est formé depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la première moitié du IIe siècle pré-chrétien, il y eut une rencontre entre le droit naturel social, je pourrais plutôt dire la loi naturelle, développée par les philosophes stoïciens et les maîtres influents du droit romain. Dans ce contact est née la culture juridique occidentale, qui a été et est encore d'une importance déterminante pour la culture juridique de l'humanité. Et je voudrais un petit peu développer ça, parce qu'on est assez conscient de ce que la pensée judéo-chrétienne a façonné l'Europe. Enfin, nous, on est conscients, pas tout le monde. On est aussi assez conscient de ce que la philosophie grecque a façonné l'Europe, mais on est parfois moins conscient de ce que le droit romain est aussi un pilier à la base de ce qu'est l'Europe. Je voudrais un petit peu développer ça. En fait, donc il dit qu'il y a eu cette rencontre au IIe siècle avant Jésus-Christ entre les philosophes stoïciens et les grands maîtres du droit romain. Effectivement, je vais expliquer ça. En fait, comme l'éthique d'Aristote, et plus tard celle de saint Thomas d'Aquin, l'éthique stoïcienne, elle est eudémoniste, ce qui signifie qu'il y a cette conviction que le chemin du bonheur, c'est le chemin de la vertu. Voilà, pour être heureux, il faut vivre les vertus, fondamentales dans la philosophie stoïcienne. Le bonheur est fondé sur la vertu. La vie heureuse, c'est la vie vertueuse, et qui consiste non pas à obéir à des règles extérieures, mais qui consiste à agir selon la raison en accord avec la nature. Agir selon la raison en accord avec la nature. Ça, c'est la maxime centrale de l'éthique stoïcienne, déjà définie par son fondateur de la Stoa, donc Zéon de Sicyone, et puis qui est passé aussi au stoïcisme latin. Je peux vous donner des centaines de citations qui vont dans ce sens, de Marc Aurèle ou de Sénèque, etc. La raison, le logos, est à la fois présent, ça c'est vraiment typique de la pensée stoïcienne, le logos est à la fois présent dans le sujet humain, la raison humaine. La raison est également immanente à la nature, à la physis, en grec, une structure rationnelle du monde. Et en fait, notre raison est capable de découvrir cette structure rationnelle du monde, ce qui signifie qu'il y a quelque chose en commun entre la raison immanente au monde
et la raison, disons, dans le sujet, ce qui signifie qu'il y a quelque chose en commun, qu'il y a, et ça c'est typique, qu'il y a une origine divine des deux, si vous voulez. Ça c'est typiquement une idée stoïcienne. Alors, Cicéron, qui n'est pas tout à fait stoïcien, il se revendique plutôt de la Nouvelle Académie, mais sur les questions morales, il est proche du stoïcisme. Il a cette citation la plus emblématique à propos de la loi naturelle, je vous cite que quelques morceaux. Il est une loi vraie, c'est-à-dire la droite raison, recta ratio, conforme à la nature, en fait en harmonie avec la nature, nature congruens, répandue dans tous les êtres, toujours en accord avec elle-même, non sujette à périr, constans sempiterna. L'honnête homme n'est jamais sourd à ses commandements et à ses défenses. À cette loi, nul amendement n'est permis. Il n'est licite de l'abroger ni en totalité ni en partie. Ni le Sénat, ni le peuple ne peut se dispenser de lui obéir, etc. Bon, c'est une longue citation. Vous voyez l'importance de la loi naturelle en général. Agir selon la raison et en harmonie, en conformité avec la nature. Voilà une idée typiquement donc, stoïcienne. Et il y a eu donc, au IIe siècle avant Jésus-Christ, cette rencontre entre donc, les philosophes grecs, entre autres des philosophes stoïciens, et les grands maîtres du droit romain, les grands jurisconsultes romains de l'époque. En fait, c'est l'époque de ce qu'un historien a appelé, donc Édouard Gibbon a appelé l'âge d'or de la jurisprudence romaine, plus ou moins milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'âge d'or de la jurisprudence romaine. Je vais essayer de vous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste. Alors, en fait, il faut comprendre ce que c'est que le droit. On entend toujours dire, c'est quoi le droit? Alors, on vous dit, le droit, c'est l'ensemble des lois qui régissent la société. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il ne faut pas confondre la loi et le droit. Ça, c'est ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre en un instant. Et pour que vous compreniez que le droit, c'est vraiment une invention romaine. Le ius, c'est une invention romaine. C'est une originalité romaine. Alors, vous me direz, on parle de droit mésopotamien, de droit aztèque, de droit égyptien. Pas du tout. Ce sont des règles. Il y a des règles. Il y a des lois, si vous voulez, que l'on désigne de façon anachronique sous le vocable droit, en projetant sur des expériences du passé une notion qui nous est familière. Mais en réalité, non, il n'y a pas de droit mésopotamien, de droit égyptien, de droit aztèque. Il y a des lois, il y a des règles. Le droit, c'est tout à fait autre chose. C'est seulement à Rome qu'il existe un cercle restreint d'experts, les prudents, les prudentes, comme on dit dans le digeste, ou les jurisprudents, les praticiens de la prudence du droit, des jurisconsultes. En fait, un groupe restreint d'experts qui vont élaborer un savoir technique spécifique, en dehors, indépendamment de toute institution religieuse ou politique. Ils vont, jurisconsultes, ils vont élaborer des concepts, des paradigmes, des principes, des procédures, des protocoles. En dehors, c'est ça l'important, c'est disons un cercle restreint d'experts, en dehors de toute institution politique ou institution religieuse. Ils vont vraiment forger le droit, ils vont forger quantité de concepts. Donc le droit ne résulte pas du tout de l'application des lois, comme on croit souvent. D'ailleurs, pendant toute la période de la République, on ne compte à peu près que 30 lois. Pendant des siècles, on a fait du droit alors qu'il n'y avait pas de loi. Et pendant toute la période de la République, il y avait à peu près une trentaine de lois. Et encore, assez peu dans le domaine du droit privé, qui est l'essence du droit. Et donc, en fait, c'était un travail de la raison. Les juristes, en fait, ils étaient confrontés à des litiges. 2 personnes se disputent, s'opposent à propos d'une chose, un héritage, un terrain, et les juristes essayent de trouver une solution juste, une solution équilibrée. Et pour cela, ils vont forger des concepts. En fait, les juristes romains n'appliquent pas la loi, ils créent le droit. Ils n'appliquent pas la loi, ils créent le droit. L'activité juridique et judiciaire surgit en fait de la nécessité d'apporter des réponses à des questions qui divisent à propos d'une chose. Au départ, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi.
Non, il y a des questions. Il y a des questions. L'un revendique cette partie du champ, l'autre dit non, c'est à moi, etc. Il y a des questions. Et il y a des solutions à apporter à ces questions, des solutions qui soient justes. Et en fait, le droit, c'est la quête de rapports et de proportions invisibles entre les choses et les personnes. En fait, le droit, c'est ce qui est objectivement dû. Le droit est conçu originairement plutôt comme une dette. Voilà ce qui est dû, originairement dû. Il s'agit de départager les parties, de déterminer la part qui revient à chacun. Et donc finalement, la source du droit, c'est ce qui s'impose à la raison naturelle, ou c'est ce qui s'impose par la nature des choses. Et c'est comme ça que les juristes romains ont forgé, eux ils faisaient du beau droit, et qui a survécu, qui a traversé les siècles. C'est eux qui ont distingué la notion de détention, la notion de possession, la notion de propriété. C'est eux qui ont distingué les choses de genre et les choses d'espèce, etc. Les contrats unilatéraux, synalagmatiques, un tas de choses. Quantité de concepts, ils ont forgé des milliers de concepts qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, ça c'est du droit. Ces lois que l'on nous fabrique dans les enceintes parlementaires, c'est souvent, ça ressemble à rien, quoi. Donc ça c'était du droit, et c'était un droit qui a traversé les siècles. Donc dire le droit, eh bien c'est toujours dire ce qui est juste. C'est une forme d'égalité, dit Aristote, dit Thomas d'Aquin. C'est une sorte d'égalité, d'harmonie. Dire le droit se distingue de dire ce qui est moralement indiqué, se distingue de dire ce qui est politiquement souhaitable, ou se distingue des prescrits religieux. Eh bien, tout ça n'est pas évident. Hein. Tout ça, c'est l'originalité apportée par les juristes romains. Et c'est ce qui fait que le droit romain est un des fondements majeurs de notre civilisation et une des raisons principales de son succès et de son influence dans l'histoire. D'autres civilisations organisent leur ordre social en confondant droit et morale, en mêlant au sein d'une même discipline des prescrits religieux, des exigences morales et la stricte définition des rapports sociaux. Tandis que nous, on distingue. Donc la première source du droit n'est pas la loi, c'est la nature. Les concepts juridiques sont, pour ainsi dire, des figures de l'être. C'est-à-dire que les concepts juridiques, c'est une élaboration de l'esprit, mais qui n'est pas arbitraire. Ce sont au fond des figures de l'être. Les juristes romains se livrent à une analytique du réel et ils forgent des concepts. Ces concepts sont en phase avec des proportions et des mesures ontologiques qui appartiennent à la réalité. À travers les concepts, ils voient des êtres réels. C'est un peu comme les mathématiciens. C'est une chose qui fascine d'ailleurs Ratzinger, Benoît XVI, il revient souvent là-dessus. Les mathématiques, comme vous savez, sont des constructions de l'esprit, mais qui correspondent à une réalité. D'ailleurs, Galilée disait l'univers est écrit en langage mathématique, et avec des mathématiques, on va déchiffrer l'univers. Eh bien, mutatis mutandis, c'est un peu ça. Les juristes forgent des concepts, mais qui correspondent à des figures de l'être. C'est ce que disait par exemple un grand juriste, Savigny. Il disait les juristes romains calculent avec leurs concepts. Le droit est une sorte de mathématique sociale. Donc, à l'origine, ça nous change un peu nos schémas, je crois. À l'origine, il ne s'agit pas de tirer le droit de la règle, mais c'est tout le contraire. Il s'agit d'abord de chercher ce qui est droit, de chercher ce qui est juste dans les choses, et à partir de là, formuler des règles du droit. Les règles, les lois, les textes viennent après. Bien, on ne va pas multiplier les citations. Alors, c'est pour ça que dans la conception originaire du droit, en fait, le droit est objet de connaissance. Il faut découvrir ce qui s'impose à la raison naturelle, ce qui résulte de la nature des choses. Je pourrais vous donner une quantité d'exemples. Et puis, il y a aussi par ailleurs un droit convenu. Parce qu'il y a beaucoup de choses où on peut convenir. On convient que l'on va rouler à droite ou que l'on va rouler à gauche. Vous imaginez mille autres exemples. Mais il y a les deux. Il y a
Comme le disent les Romains, par exemple dans le digeste, partim suo proprio, partim communi omnium hominum. Donc les peuples civilisés usent en partie du droit qui leur est propre, qu'ils ont forgé, qui convient à leurs besoins, et en partie du droit naturel qui est commun à tous les hommes. Mais il y a un seul droit. Il y a un seul droit que l'on peut invoquer devant les cours et tribunaux, qui est composé pour partie de réalités conformes à la raison naturelle, qui tient à la nature des choses, à l'état des choses, et pour partie qui est convenu, qui est fabriqué, qui est le droit positif. Alors cette tradition, elle a été battue en brèche à partir du milieu du XIXe siècle, avec l'avènement du positivisme juridique. Si vous voulez, pour faire tout simple, pendant des siècles, on a considéré que le ius quia justum, le juste, le droit c'est ce qui est juste, et donc le droit est en partie donné et en partie construit. Il a son fondement dans la nature et dans la raison, tandis qu'à l'époque contemporaine, on va considérer que le ius c'est quia iussum, le droit c'est ce qui est commandé, c'est-à-dire le droit est entièrement construit. Le positivisme juridique considère que le droit est entièrement une élaboration humaine. Il n'y a aucun donné. Il n'y a pas de données qui résultent de la biologie, de la nature. Ça, c'est typique de la modernité. Il n'y a rien de donné. Le droit est entièrement construit. Il est entièrement une élaboration humaine. En fait, il est un produit de la volonté politique. Là où on considérait dans toute la pensée classique que le droit était objet de connaissance, qu'il pouvait être découvert à travers la raison, entre autres la raison pratique, dans le positivisme contemporain, on considère que le droit est tout entier une construction, un produit de la volonté politique. Voilà, on a convenu ensemble ce qui allait être le droit. C'est nous qui en décidons, sans que rien ne nous soit donné par la nature des choses, par la nature humaine. Alors voilà, donc c'est ce que nous dit Benoît XVI. L'idée du droit naturel est considérée aujourd'hui comme une doctrine catholique plutôt singulière, sur laquelle il ne vaudrait pas la peine de discuter en dehors du milieu catholique, de sorte qu'on a presque honte d'en mentionner même seulement le terme. Donc voilà, tout le droit est construit, il n'y a aucun droit naturel, il n'y a rien qui soit donné. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors là, il fait une analyse qui mériterait de long développement, mais il dit on en est arrivé là en raison de la thèse selon laquelle l'être et le devoir-être, entre l'être et le devoir-être, il y aurait un abîme insurmontable. Alors, c'est une thèse, c'est ce qu'on appelle la loi de Hume, c'est-à-dire que on ne peut tirer aucun devoir-être de l'être. Autrement dit, d'un jugement ou d'un énoncé descriptif, on ne peut pas tirer un énoncé prescriptif. C'est un principe fondamental. Alors, quelqu'un comme Hume ou quelqu'un comme Kelsen, pour qui c'est la clé de voûte de tout son système. Kelsen, c'est celui qui a pensé de la façon la plus aboutie le positivisme juridique, si vous voulez, pour faire simple. Eh bien, lui, la clé de voûte de tout son système, c'est la séparation radicale entre l'être et le devoir-être, le sein et le solum. Et il dit qu'on ne peut pas tirer le moindre devoir-être de l'être, donc de la nature, de ce qui est. Il y a un abîme infranchissable. Et toutes les théories du droit naturel, dit-il, tombent dans la naturalistic fallacy, c'est-à-dire dans un sophisme naturaliste. Il y a une erreur logique de vouloir tirer le devoir-être de l'être. Bon, ça c'est un point important. Cette opinion, dit-il, Benoît XVI, s'appuie sur une conception positiviste de la nature et sur une conception positiviste de la raison. Donc, vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de nature et de raison pour toute la conception classique du droit. Et là, évidemment, le grand changement, c'est qu'il y a maintenant, c'est que domine aujourd'hui une conception positiviste de la nature et une conception positiviste de la raison. Alors, il cite à nouveau Hans Kelsen, juriste autrichien qui pense au positivisme juridique de la façon la plus aboutie, spécialement dans un livre qu'il a intitulé « Théorie pure du droit », où il prétend bâtir une science du droit épurée de toute considération non juridique, métajuridique. Eh bien, Hans Kelsen définit la nature, et Benoît XVI reprend cette définition dans son discours devant le Bundestag, comme un agrégat de données objectives jointes les unes aux autres comme cause et effet. Autrement dit, c'est le rejet d'une conception téléologique de la nature. La nature n'est pas vue comme un ensemble d'êtres tendus vers une fin,
exit cette conception téléologique de la nature au profit d'une conception purement fonctionnelle. Exit la cause finale. Les sciences ne s'intéressent qu'aux causes efficientes. Donc ça, c'est très typique de la science contemporaine. On rejette la cause finale et on ne s'occupe que des phénomènes, donc de cause à effet, en ne regardant que la cause efficiente. Alors il dit, cette conception purement fonctionnelle de la nature, comme l'étudient les sciences naturelles, ne peut créer aucun pont vers l'éthos et vers le droit. Donc il n'y a pas de pont possible vers l'éthique et vers le droit. Par ailleurs, la raison conçue dans une perspective purement positiviste est considérée comme l'unique vision scientifique. Dans cette vision, ce qui n'est pas vérifiable, allusion aux critères du cercle de Vienne, ce qui n'est pas vérifiable, ce qu'on ne peut pas observer, vérifier, reproduire en laboratoire, etc. Ce qui n'est pas vérifiable ou falsifiable, allusion au critère de Popper, qui est un peu le critère le plus retenu aujourd'hui en épistémologie et sciences, eh bien, tout ce qui n'est pas vérifiable ou falsifiable ne rentre pas dans le domaine de la raison au sens strict. Il en résulte, poursuit Benoît XVI, que les sources classiques de connaissance de l'éthos, de l'éthique et du droit sont mises hors jeu. Le concept positiviste de nature et de raison, la vision positiviste du monde, est dans son ensemble une partie importante de la connaissance humaine et de la capacité humaine à laquelle nous ne pouvons absolument pas renoncer. Donc, la raison positiviste, dit-il, est appréciable dans son domaine propre, mais elle n'est pas en mesure d'embrasser la totalité du réel. Donc il ne rejette pas du tout la raison positiviste, la raison scientifique, la raison empirique, mais il dit ça ne permet pas d'embrasser tout le réel. La vision positiviste du monde n'est pas une culture suffisante pour saisir l'être humain dans toute son ampleur. Il faut bien voir que la dynamique interne du positivisme en général conduit à réduire sans cesse l'horizon de la connaissance et débouche sur une connaissance de plus en plus purement descriptive, en fait, dépourvue de sens critique. La réduction positiviste de la raison prive celle-ci de toute prétention à l'universalité. On peut dire de moins en moins sur de moins en moins de choses, en réalité. Et restreint les connaissances à des connaissances toujours plus particulières, partielles, déconnectées entre elles, même parfois déconnectées de la vie. Benoît XVI a souvent dénoncé cette tentation d'une raison auto-mutilée, humiliée, mais pas humble. Je trouve ça bien dit. Et donc, paradoxalement, dans certains domaines, en fait, on requiert une exigence toujours plus grande pour que le discours soit considéré comme scientifique. Pensez par exemple à l'exégèse biblique, à l'exégèse historico-critique, où finalement on a une exigence de plus en plus forte pour qu'on puisse admettre qu'un propos est scientifiquement admissible. Mais alors paradoxalement, dans d'autres domaines, avec la plus grande désinvolture, on fait des affirmations très peu documentées, très peu étayées. Je pense par exemple à tous les thèmes fortement idéologiques en lien avec la sexualité, le genre, l'éducation, l'antispécisme, l'évolutionnisme, etc. Là, on se permet de faire toutes sortes d'affirmations qui n'ont pas de base scientifique, toute la théorie du genre, etc. Bon, des bases scientifiques vraiment très discutables. Enfin, un tas de choses. Sur un tas de sujets, finalement, on est assez peu positiviste. Alors, comme chaque science, le droit, disons, a son périmètre épistémologique propre qui doit être respecté. On est d'accord. Le problème surgit lorsqu'une science, malgré ses frontières épistémologiques, considère sa méthode comme l'unique voie d'accès à la vérité. Donc, si vous voulez, c'est bien que chaque science, si vous voulez, a un objet propre et une méthode propre. L'entomologie, la planétologie, l'épidémiologie, enfin toutes les sciences, la géologie, toutes les sciences, la virologie, toutes les sciences ont un objet limité en fait. Procèdent à une réduction du réel. Je n'étudie que ça, et sous un angle et avec une méthode particulière. Le problème, c'est que quand les sciences prétendent que c'est l'unique voie d'accès à la vérité.
La raison exclusivement positiviste, c'est une image qu'utilise Benoît XVI dans son discours, ressemble à des édifices de béton armés sans fenêtres, où nous nous donnons le climat et la lumière tout seuls, et nous ne voulons plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. C'est vraiment une belle métaphore. On dit voilà, on veut tout construire nous-mêmes, élaborer nous-mêmes, avec nos critères, avec nos protocoles, avec nos enfermements, et on perd beaucoup. Alors, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il a dit dans de nombreux discours. La méthode qui nous permet de connaître toujours plus à fond les structures rationnelles de la matière nous rend toujours moins capables de voir la source de cette rationalité, la raison créatrice. Ou encore, la raison positiviste rend incapable de voir au-delà de ce qui est empirique et fonctionnel et est aveugle pour voir le message éthique dans l'être, ce message que la tradition appelle lex naturalis, loi morale naturelle. Vous voyez, c'est plutôt rhétorique, hein, c'est pas technique comme type d'affirmation, c'est plutôt rhétorique. Alors, je vais terminer bientôt. Alors, comment la raison et la nature pourraient à nouveau donner des indications pour l'éthique et pour le droit? Alors, il évoque le mouvement écologique. Donc, c'est à nouveau, je crois qu'il y a là un ressort rhétorique. Surtout que l'Allemagne était assez pionnier en matière d'écologie et a alerté sur des problèmes tout à fait réels en disant voilà, on a cru pendant longtemps que l'on pouvait manipuler la nature, que l'on pouvait exploiter la nature, que l'on pouvait faire fi des écosystèmes, que l'on pouvait polluer, que l'on pouvait pratiquer des déforestations à grande échelle, etc. On a cru tout cela et puis on s'est rendu compte eh bien, qu'on avait fait grave erreur et qu'il fallait respecter la nature. Et alors il dit n'y aurait-il pas aussi une nature de l'homme à respecter? N'y aurait-il pas une écologie humaine? Nous devons écouter le langage de la nature, je le cite, et y répondre avec cohérence. Voilà, il existe également une écologie de l'homme. L'homme possède aussi une nature qu'il doit respecter, qu'il ne peut manipuler à volonté. Il n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi, etc. Il est esprit. Parce qu'aujourd'hui, on souligne l'homme est esprit, l'homme est liberté, mais l'homme est aussi nature. Il a un corps, il ressortit également à l'univers physique, à l'univers de la nature. Donc c'est vraiment un leitmotiv chez lui. Il faut cultiver une raison ouverte, au-delà des frontières épistémologiques particulières, pour avoir une vision complète de l'homme et une vision complète sur le monde. Seule l'ouverture à la transcendance, tant métaphysique que religieuse, nous permet de surmonter la positivité du monde et fondée sur les bases éthiques, la science, la politique et le droit. En fait, je voudrais terminer en disant que l'idée de droit comme expression de la raison naturelle, disons le droit naturel, qui est à compléter. Tous les théoriciens du droit naturel, depuis toujours, ont dit que le droit naturel, ce n'est qu'un noyau qui doit être complété par un droit positif, qui vient le préciser, qui vient le compléter, etc. Eh bien, je voudrais quand même, pour terminer, insister pour dire que cette idée de droit naturel, en fait, elle est bien antérieure au christianisme. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une idée chrétienne ou catholique. En fait, cette idée est bien antérieure au christianisme. On la trouve déjà chez Aristote, 5 siècles avant Jésus-Christ. On la retrouve chez les stoïciens. Ça. Elle est bien antérieure au christianisme. La culture de l'Europe, je le cite, est née de la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, de la rencontre entre la foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. Cette triple rencontre forme l'identité profonde de l'Europe. Donc, si vous voulez, ces trois pensées pré-chrétiennes ont su reconnaître dans la réalité physique et sociale un certain ordre qui nous précède et qui donne la mesure de l'humain. Tant ça vaut pour la foi d'Israël, ça vaut pour la philosophie des Grecs, ça vaut pour la pensée juridique des Romains. Ils ont su reconnaître une réalité physique, sociale qui nous précède. Et donc voilà, il ne faut pas bien sûr renoncer à la raison scientifique, à la raison fonctionnelle, à son mode de fonctionnement spécifique, mais ça ne doit pas l'empêcher d'interagir avec d'autres formes de représentation du monde et d'interprétation du monde.
Autrement dit, il importe que la raison scientifique, qui est légitime, qui est appréciée, reconnaisse ses limites et accepte d'entrer dans une tension dialectique, dans une tension dialogante avec la culture dans son sens le plus large, sans se considérer comme l'unique culture, la culture donc positiviste, scientiste, l'unique culture reléguant toutes les autres réalités culturelles à l'état de sous-culture. Autrement dit, c'est ma dernière phrase, disons, ne pas confondre épistémologiquement les différentes régions du savoir, la physique, la virologie, l'épidémiologie, etc., ne pas les confondre épistémologiquement, n'implique pas de fragmenter l'intelligence dans une diversité de compartiments étanches. Donc, non, il s'agit de tenir, enfin, c'est ça aussi notre dignité humaine et notre unité, il s'agit de tenir en haute estime ce que la nature nous raconte, ce qui s'impose à notre raison naturelle, mais aussi tout ce que la science démontre, ce que l'art exprime, ce que la tradition transmet et ce que la religion annonce. Voilà, merci.